Vous est-il déjà arrivé de réaliser que vous savez à la microseconde près le moment exact où Jim Halpert va regarder la caméra? Ou que vous avez déjà consommé la saga Harry Potter pour la 17e fois? Imaginez la scène. Vous vous asseyez, épuisé. Vous faites défiler des milliers de nouveaux blockbusters brillants. Vous perdez 20 longues dans le minute, paralysé par le choix, pour finalement faire exactement ce que vous faites toujours. Vous lancez l'épisode 1 de la saison 1 d'une sitcom vieille de 10 ans. Pourquoi? Dans un monde qui déborde d'histoires nouvelles et palpitantes, pourquoi votre cerveau rejette-t-il avec autant de force l'inconnu? Pourquoi avez-vous envie d'un récit dont vous connaissez déjà chaque réplique drôle et chaque déchirement, au lieu d'explorer quelque chose de nouveau? Certaines personnes pourraient vous traiter de paresseux. Elles pourraient plaisanter en disant que vous êtes désespérément coincé dans le passé. Mais elles ont complètement tort. Car derrière ce besoin presque obsessionnel de revoir encore et encore ces vieilles scènes familières, vous n'êtes pas simplement en train de tuer le temps. Votre cerveau est en train d'exécuter une stratégie de survie psychologique désespérée et incroyablement sophistiquée. En ce moment même, votre esprit joue une silencieuse et invisible partie d'échecs en 4 dimensions, simplement pour vous maintenir intact. Nous vivons dans une culture obsédée par la nouveauté. Chaque semaine, il y a une série tendance ou un film viral qu'il faut absolument avoir vu, juste pour rester pertinent dans les conversations ordinaires. Quand vous refusez, la société est très rapide à vous juger. Beaucoup considèrent cette habitude de revoir sans cesse les mêmes choses comme une forme d'étroitesse d'esprit. Ils supposent que vous avez perdu votre curiosité ou, pire encore, que vous êtes simplement devenu mentalement paresseux, incapable de traiter quoi que ce soit en dehors de votre zone de confort. Mais retournons complètement cette idée. Dans les années 1960, le brillant psychologue Robert Zajonc a démontré un concept fascinant appelé l'effet de simple exposition, Mere Exposure Effect. Zajonc a découvert une particularité profonde, presque belle, de la psychologie humaine. Le simple fait d'être exposé plusieurs fois à quelque chose nous pousse à l'aimer davantage. La familiarité n'engendre pas le mépris, et elle n'engendre certainement pas l'ennui. La familiarité crée un refuge. Réfléchissez-y. Vous n'aimez pas forcément cette vieille sitcom, parce que son écriture est objectivement un chef-d'œuvre cinématographique. Vous l'aimez parce que vous avez passé tellement de temps avec elle que votre cerveau a complètement abaissé ses murs de défense. Quand vous regardez une nouvelle série, votre garde psychologique est levée. Vous analysez, vous jugez, vous vous préparez à un impact émotionnel. Mais avec vos séries familières, toute cette armure cognitive tombe. Vous n'êtes plus en état d'alerte. Vous êtes enfin, véritablement, en sécurité. Prenons un exemple très parlant. Appelons-le l'âme. L'âme est chef de projet et ses heures d'éveil sont une succession implacable de problèmes à éteindre. Chaque journée est remplie de décisions à fort enjeu, de crises imprévues et du poids épuisant de devoir gérer d'autres personnes. Quand il rentre enfin chez lui, sa batterie mentale est complètement vide. Il s'assoit sur son canapé et l'algorithme de la plateforme de streaming lui présente avec enthousiasme une sélection éblouissante de thrillers tout nouveaux et salués par la critique. Il le supplie presque d'explorer quelque chose de nouveau. Mais l'âme se contente de fixer l'écran, prend une profonde inspiration, puis clique discrètement sur un épisode de Friends qu'il a déjà vu une bonne douzaine de fois. Pourquoi fait-il cela? L'âme active ce que l'on pourrait appeler le pilote automatique cognitif, Cognitive Cruise Control. Et cela révèle un paradoxe fascinant de la nature humaine. Nous nous racontons sans cesse que nous aimons les récits palpitants et imprévisibles. Mais après avoir passé toute la journée à naviguer dans le chaos de la vie réelle, notre cerveau meurt de faim, de prévisibilité. Regarder une toute nouvelle série demande un véritable effort cognitif. Il faut jouer au détective. Il faut mémoriser de nouveaux visages, décoder des rebondissements complexes et se préparer à des trahisons émotionnelles soudaines. Mais quand l'âme regarde sa série refuge, il n'a besoin de faire aucun de ces efforts. Son esprit se retrouve enfin sur une route dégagée, avançant à une vitesse sûre et stable, sans même avoir à toucher le volant. Mais cette habitude possède un deuxième niveau, beaucoup plus profond. Nous pouvons l'appeler le spectateur en évolution, The Evolving Viewer. Pensez à ceci. Le film lui-même ne change jamais. Le scénario est identique. Les scènes restent figées dans le temps pour toujours. Mais vous, le spectateur,
vous changez constamment. Quand l'âme regardait The Lion King à 10 ans, en petit garçon insouciant, il se reconnaissait entièrement en Simba. Il comprenait parfaitement cette envie de fuir les problèmes et d'ignorer le monde. Mais lorsqu'il regarde aujourd'hui exactement ce même film, à 30 ans, l'expérience se transforme complètement. Il se surprend à avoir les larmes aux yeux dès le premier acte. Tout à coup, il comprend profondément le poids écrasant de l'héritage de Mufasa, ainsi que le fardeau silencieux et immense des responsabilités de l'âge adulte. Le film n'a pas changé un seul plan, et pourtant il agit comme une puissante lentille psychologique, capable de mesurer avec précision à quel point l'âme a grandi et souffert. Et puis il y a le troisième niveau, le plus émotionnel de tous, la capsule temporelle sociale, The Social Time Capsule. À un certain moment, nos vieux films et séries préférés cessent d'être de simples divertissements. Ils se transforment en souvenirs vivants. Quand l'âme appuie sur lecture, il ne se contente pas de regarder des personnages dans un café fictif. Inconsciemment, il remonte le temps. Il retourne vers une version plus jeune, peut-être plus innocente, de lui-même. Il se reconnecte à la sensation exacte de cette chambre universitaire en désordre, où il a découvert cette série pour la toute première fois. Ou peut-être que, dans la douce lumière silencieuse de son salon, il partage simplement à nouveau son canapé, avec le souvenir d'un vieil ami qui s'asseyait autrefois juste à côté de lui et riait exactement aux mêmes blagues. Mettons l'émotion de côté un instant et regardons la pure biologie de votre cerveau. Chaque jour, vous êtes obligé de prendre des milliers de décisions. Que manger au petit déjeuner? Comment répondre à un email passif-agressif? Comment gérer une conversation difficile au travail? Au moment où le soir arrive, votre cortex préfrontal, c'est-à-dire le centre décisionnel de votre cerveau, est fondamentalement épuisé. Les psychologues appellent cela la fatigue décisionnelle, décision-fatigue. Commencer une toute nouvelle série télévisée n'est pas un simple divertissement pour votre cerveau fatigué. C'est un pari. C'est encore un autre choix à fort enjeu. Et si l'intrigue était mauvaise? Et si vous investissiez 10 heures dans une histoire pour que la fin ruine complètement toute l'expérience? Votre esprit épuisé regarde ce risque et répond « absolument hors de question ». Revenir à une série familière est la stratégie ultime d'optimisation biologique de l'énergie. C'est un choix calculé qui offre 0% de risque tout en garantissant un maximum de confort psychologique. Mais cela va encore plus loin que la biologie. Il s'agit de survie émotionnelle. La Dr Pamela Routledge et la chercheuse Crystal Russell ont longuement étudié ce phénomène. Elles considèrent le fait de revoir encore et encore les mêmes contenus, non pas comme une habitude passive et inconsciente, mais comme une forme active et très efficace de régulation émotionnelle. Pensez à votre film préféré comme à une couverture lestée psychologique. Le monde moderne est chaotique, imprévisible et souvent totalement hors de votre contrôle. Mais à l'intérieur des frontières de cet écran, vous possédez un pouvoir absolu. Vous savez exactement à quel moment le héros triomphera. Vous connaissez l'instant précis où la musique de fond va monter. Et surtout, vous savez exactement quand la scène tragique va arriver. Cela vous permet de vivre ce que les psychologues appellent une tristesse sécurisée, safe sadness. Cela vous offre un environnement parfaitement contrôlé pour pleurer, relâcher toute la tension accumulée et guérir en douceur, avec la certitude absolue qu'avant le générique de fin, tout ira de nouveau bien. Cependant, nous devons faire attention à ne pas romantiser entièrement ce phénomène. Il existe une ligne très fine entre chercher du réconfort et chercher à fuir. S'apaiser soi-même est un comportement profondément nécessaire chez l'être humain. Mais nous devons nous poser une question difficile. À partir de quand ce filet de sécurité psychologique devient-il toxique? Le danger apparaît lorsque votre confort show cesse d'être un refuge temporaire pour se transformer en bunker permanent. Cela arrive lorsque vous commencez à utiliser ces mondes fictifs et familiers pour couper complètement vos liens avec la réalité. Si vous vous surprenez à vous réfugier encore et encore dans les mêmes épisodes pour éviter le travail désordonné, inconfortable et compliqué qu'exige la construction de vraies relations dans la vraie vie, alors un changement important s'est produit. Si vous utilisez cet écran pour engourdir la douleur de blessures psychologiques qui n'ont jamais vraiment guéri, alors vous n'êtes plus en train de réguler vos émotions. Vous êtes en train de les réprimer activement. Quand la télévision devient un mur de briques entre vous et le monde réel,
Ce mécanisme de défense pourtant brillant finit soudainement par se retourner contre vous en vous gardant en sécurité, oui, mais aussi douloureusement enfermé exactement là où vous êtes. Et malgré tout, au fond, revenir vers vos histoires préférées ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Votre confort chaud n'est pas une béquille fragile pour quelqu'un qui aurait peur du monde réel. C'est simplement un compagnon silencieux et constant. Nous vivons dans une société qui exige un mouvement perpétuel vers l'avant. Nous traversons une vie quotidienne imprévisible, profondément épuisante, et parfois même cruellement brutale. Au milieu de tout ce bruit accablant, retrouver des personnages que vous connaissez par cœur n'est pas un signe d'abandon. C'est une ancre. C'est une manière profondément personnelle de tenir doucement à votre identité la plus essentielle, lorsque tout le reste autour de vous semble complètement incertain. Quand vous appuyez sur lecture de cet épisode familier, vous n'êtes pas en train d'échouer à grandir. Vous êtes en train de faire quelque chose d'incroyablement vital pour votre propre bien-être psychologique. Vous choisissez activement, délibérément, la paix. Alors, j'ai une question pour vous. Quelle est votre couverture lestée psychologique? Vers quelle série ou quel film retournez-vous instinctivement quand le monde devient un peu trop bruyant? J'aimerais sincèrement lire vos histoires. Alors dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si cette réflexion vous a touché aujourd'hui, abonnez-vous et envisagez de devenir membre de la chaîne pour soutenir d'autres analyses profondes comme celle-ci. Et si vous êtes quelqu'un qui trouve souvent du réconfort dans sa propre compagnie, alors vous devriez absolument regarder ma vidéo sur la psychologie des personnes qui aiment être seules. Vous pouvez cliquer dessus dès maintenant sur votre écran. Merci d'avoir regardé et je vous y retrouve.